Bonsoir, merci d'accueillir Alice Vinocourt. Alors, je dis 2 mots avant, parce que je dois dire qu'on a une shortlist. Elle est de plus en plus short, des réalisateurs et réalisatrices qu'on a envie d'accueillir au Méliès. Et Alice était en top list, parce qu'on l'a jamais accueillie. Ouais, et ça, c'est une honte totale. Et parfois, c'est pas parce qu'on ne voulait pas, c'est parce qu'on n'y arrivait pas. Et des fois, c'est compliqué de se dire, mais commence pas, on n'y arrive pas. Mais quel distributeur nous dit non? Ça va pas du tout. Et là, on peut remercier Julien de Pâté qui a dit oui. Et vous savez au passage, Lionel Kopp, l'étalonneur montreuillois du film. Et Anaïs est partie, mais la directrice de casting est montreuilloise aussi. Voilà, et en fait, moi, on aime beaucoup les films d'Alice, en fait. Et donc, on a essayé plusieurs fois. Il n'y en a pas eu 15, mais il y en a quand même eu 5, je crois, non? Ouais. Et voilà, et on est très content que ça arrive sur ce film-là, parce qu'on l'aime beaucoup, Marie et moi, qui l'avons vu tous les deux. Et c'est pour ça qu'on a choisi de mettre le film en couverture de programme. Très belle couverture. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Magnifique, merci. Parce qu'on avait envie que le film ait le plus large public qui soit. Et donc, on va se retrouver à la fin de la projection, mais je veux bien que tu nous dises 2 mots. Quelques mots. Ouais. Je voulais dire que je suis vraiment très émue d'être là, parce que je suis souvent venue dans le cinéma comme spectatrice, mais effectivement jamais pour présenter un film. Donc, je suis contente de réparer cette chose ce soir. Et voilà, tous mes films, c'est vrai, partent de quelque chose d'intime et de personnel, et celui-là sans doute plus que les autres. Et après, j'ai souvent raconté des parcours de femmes, mais des parcours individuels. Une femme qui essaie de s'arracher de la pesanteur terrestre dans Proxima, qui essaie de partir dans l'espace. Une femme qui essaye de se réparer après un attentat. Voilà, mon premier film aussi, c'était une hystérique. Enfin, bref. Ça, c'était Revoir Paris. Revoir Paris, ouais. Mais là, j'avais envie pour ce film de raconter pas un parcours individuel, mais des parcours en fait de femmes. J'ai l'impression, oui, avec l'époque dans laquelle on vit, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose pour moi qui était important de raconter quelque chose de collectif. Et j'ai vraiment l'impression de coudre des morceaux de vie de femmes. Et voilà, mais je ne vais pas vous faire le débat ou vous parler trop du film, ou vous spoiler des choses avant. Juste, je peux vous dire que, en fait, moi, mes films se passent toujours aussi dans des mondes que je connais pas et que je découvre pour le film. Et ce monde inconnu pour moi, c'était le monde de la mode, que je connaissais pas du tout. Et pendant 1 an et demi, j'ai été rencontrée dans les backstage des défilés, les mannequins, les maquilleuses, les couturières. Et donc toutes les histoires que vous allez voir dans ce film sont finalement des secrets ou des histoires intimes que j'ai pu recueillir, de vraies histoires de femmes que j'ai pu rencontrer. Si le vrai peut quelquefois ne pas être vraisemblable, ce qui est évoqué dans le film. C'est pas parce que c'est vrai que c'est intéressant. Voilà, c'est ça. Mais j'espère que vous trouvez ça quand même intéressant. Et on fait ce pari-là. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle projection. Merci beaucoup. Alice Vinocourt, à tout à l'heure. Alice Vinocourt. On a fait un jeu à table. Visiblement, Francis Ford Coppola a une habitude particulière qui est qu'il essaye de donner des consignes à ses collaborateurs en essayant de résumer le film en un mot. On va jouer à ça. Non, alors, chacun ne va pas mettre un mot sur un petit papier, sinon on ne s'en sortira pas. Donc je vais proposer un mot qui a priori n'est pas totalement évident, sinon c'est pas drôle. Alors il faut que je choisisse, parce qu'il y a des synonymes possibles. Et je vais partir du dernier plan, et je vais prendre centrifuge. Et je vais expliquer. Oui, je pense une explication. C'est que si j'essaie de comprendre pour moi le mouvement et la beauté du film
son récit. En fait, ce qui me touche, par exemple, c'est que toutes ces femmes, au début, sont dans la dispersion totale. Parce qu'elles n'arrivent jamais à être vraiment là, dans l'instant présent. Qu'elles sont toujours happées par un ailleurs ou un plus tard. D'ailleurs, j'ai un film à faire, qui est vraiment l'essentiel de ma vie, c'est pas ça, c'est pas cette pute. Et puis on appelle à l'étranger, puis de toute façon on va partir dans le nord de l'Europe ou en Chine, tout ça. Enfin, et donc tous les coups de téléphone les relient à l'ailleurs, à l'au-delà. Ce qui fait que la particularité du film au début, c'est que tout est centrifuge. En fait, tous les personnages ont envie de se barrer et pas forcément d'être là, parce que peut-être qu'ils jouent des trucs pas si importants que ça pour elles à ce moment-là. Et qu'en fait, pour moi, la beauté du film, elle est dans une espèce de mouvement comme ça, de respiration. C'est-à-dire cette aspiration à aller ailleurs, à se projeter, à voir ce qu'on fera après. Et puis, une injonction, qui est une injonction du corps, qui est de se recentrer. Et du coup, d'habiter son corps, son présent, de regarder ce qu'on a à l'intérieur de son sein, enfin, en son sein, littéralement, quoi. Et donc là, tout à coup, c'est le mouvement inverse, qui n'est pas seulement un mouvement individuel pour l'héroïne frappée par un cancer, mais qu'aussi un mouvement, et on va en parler forcément, tu évoquais ça tout à l'heure dans ton introduction, qui est aussi le mouvement des trois filles qui finalement convergent, alors qu'au départ, chacune part dans son coin, elles ne se connaissent pas. Et en fait, on va quand même tisser, par rapport à la couture, des destins qui finalement sont quand même reliés, finissent par interagir, et donc par une figure du rassemblement. Voilà. Et donc j'ai l'impression, et c'est une question quand même, qui est que le film fonctionne sur cette respiration-là, de l'aspiration vers ailleurs initiale et du recentrement nécessaire, qui est en même temps un geste de solidarité entre ces trois femmes. Débrouille-toi. Waouh. Non, effectivement, il m'a teasé pendant tout le dîner pour me dire j'ai une première question un peu spéciale. Effectivement, elle est très spéciale. Non, mais effectivement, c'est-à-dire que pour moi, ces trois femmes sont en même temps un peu la même femme, puisqu'elles ont aussi. Je pense qu'elles ont toutes un peu une part de moi, mais il y a une femme dans sa vingtaine, une femme dans sa trentaine, une femme dans sa quarantaine. Il y a même Aurore Clément, je ne sais pas si vous l'avez reconnue, à 70 ans. Je me suis trompée sur son âge, c'est ça ? Non. C'est chez le médecin. Chez le médecin, oui, dans le couloir. Ouais. Quand elles se rencontrent toutes les deux. Donc. Effectivement, pour moi, il y avait cette idée de femmes qui ont toutes un peu un secret, qui sont un peu seules avec leur secret, ou qui ont tout un besoin de réparation, qui sont dans une sorte de quête intime, en tout cas un moment de grand bouleversement dans leur vie. Et il y a l'idée d'un chemin vers la vie nouvelle. C'est ça un peu cette scène de la fin, de cette mini-apocalypse, de ce défilé où tout s'effondre, qui est un peu une sorte de mini-révolution pour chacune. Et effectivement, on se disait qu'elle refaisait corps, littéralement, qu'elle se rassemblait à la fin. Dans cette scène qui va un peu vers la poésie, quoi, en tout cas. Mais c'est vrai que pour moi, il y avait comme une image de femme un peu diffractée, ces morceaux, comme je le disais tout à l'heure, ces morceaux de... Femme diffractée qui se voit dès le début du film, puisque c'est le plan dans l'escalier, oui. Où on voit les images successives d'Angelina Jolie qui racontent cette dispersion du moi, là. Oui, et puis c'est vrai que il y avait quelque chose un peu politique pour moi aujourd'hui de faire un film aussi comme ça, qui montre à la fois la méga star d'Angelina Jolie, de partager l'affiche vraiment au sens propre avec cette jeune fille sud-soudanaise qui a jamais joué. Quand elle dit I'm a risk taker, je prends des risques, elle me disait oui. Dans le méta du film, il y avait aussi une prise de risque de se dire on quitte la star pour partir dans cette forme qui est une forme un peu originale, un peu prototype, où il y a un peu cette forme d'étourdissement. C'est plus qu'un film choral, c'est une sorte de ronde. J'ai vraiment cherché cette idée d'une femme qui nous amène à une autre femme, qui nous amène à une autre femme.
le côté un peu musical de ça, donc pour rebondir sur cette centrifugeuse, de créer une sorte de ronde. Et ce qui m'a intéressé, c'est aussi ces petits moments fragiles de rencontres, où à la fois, en fait, cette espèce de connexion instantanée qu'on peut avoir avec des gens qui viennent de mondes extrêmement différents. On voit cette scène avec Ella Rumpf, la maquilleuse, et Angelina Jolie, où finalement elle lui confie son plus grand secret, où elle se confie à elle. C'est ça qui m'a intéressée de ce... Oui, il y a cette solitude et en même temps cette solitude contemporaine, mais il y a l'envie très forte de se reconnecter aux autres. D'ailleurs, elle lui confie de façon aussi soudaine que Angelina Jolie demande à Louis Garrel de faire l'amour. Il y a une espèce de... C'est très soudain, oui. Oui, c'est assez soudain, oui. Oui, et comme si la centrifugeuse était aussi un accélérateur temporel, c'est-à-dire que l'événement du cancer fait que le rapport à la temporalité ne peut que changer. Oui, c'est un autre rapport au temps qui s'installe, parce que le vrai thème du film, évidemment, ça se passe dans le monde de la mode, mais pour moi, ce monde de la mode, c'était un peu une sorte de métaphore du monde contemporain, de dire en fait un monde où on doit cacher ses blessures et avoir une sorte de surface, de apparence lisse, d'être maquillé, de maquiller les blessures. Mais le vrai thème du film, c'est vraiment pour moi la fragilité de la vie, la fragilité de l'existence. Et c'est vrai que l'annonce de la maladie, ça crée une sorte d'électrochoc qui fait que ça change le rapport au temps. D'où cette scène effectivement un peu brutale de rencontre au café. Qui va entièrement sans lien avec Revoir Paris d'ailleurs, puisque quand même il y a une espèce de petit coup de foudre dans le café juste avant l'explosion. En tout cas, il y a une espèce de rencontre des regards, et on se dit à ce moment-là, avant que ça pète, que les terroristes interviennent, tiens, ça va raconter cette histoire d'amour-là, et puis tout à coup, en fait, c'est en réalité différé dans le film, ça finira par s'accomplir à la toute fin du film suite à d'autres révélations. Oui, c'est vrai, il y a aussi une rencontre amoureuse et il y a aussi des cicatrices. Ouais, c'est ça. On s'était beaucoup inspiré pour Revoir Paris de L'Arme Fatale 4. C'est vrai Oui, de cette scène, tu connais? Ouais. En fait, c'est un peu différent de Tati. C'est la scène où il se touche les cicatrices. Ouais. Là, y a pas, Louis Garrel n'a pas de cicatrice, même si on lui a fait une cicatrice sur la joue. Vous avez vu? Voilà. On a essayé un peu de cracher son visage. Mais oui, en tout cas, pour moi, cette histoire d'amour, elle était importante pour montrer, pour donner aussi une forme d'espoir, mais je trouvais intéressant de mélanger le cancer et le sexe, ou en tout cas l'idée d'une rencontre et d'une histoire d'amour naissance. Des choses qui ne vont pas forcément ensemble normalement. Voilà. Parenthèse, c'est ce sur quoi insiste le plus Angelina Jolie, et elle dit quasiment qu'elle n'a pas été actrice seulement, mais aussi productrice, parce qu'il y a cette question de la réinjection, de la renaissance du désir post-maladie, et que c'est la raison pour laquelle elle s'est autant investie dans ce rôle, indépendamment, mais je pense qu'on va en parler quand même à un moment, de sa relation particulière à cette histoire du cancer du sein. Alors, petite précision sur ce qu'est productrice, enfin la mention de productrice d'Angelina Jolie, parce qu'en fait, en Europe, on n'est pas vraiment habitué à ce que les acteurs produisent les films. Et c'est vrai qu'elle est arrivée un peu en fin de... en fait, elle n'a pas vraiment... Enfin, c'est pas le rôle de producteur que nous, on imagine. C'est-à-dire, évidemment, par son nom et son aura, elle a aidé le financement du film, mais elle n'a pas concrètement été associée aux décisions artistiques du film. Et c'est vrai que moi, j'ai écrit ce film en m'inspirant de ma propre histoire, en fait, et notamment de ma propre histoire avec la maladie. Et après, j'avais besoin de trouver quelqu'un qui pourrait... Pour moi, en fait, ce film, c'était un peu plus qu'un film. C'était un peu... j'avais besoin que quelqu'un ait un rapport un peu aussi particulier à cette maladie. Il se trouve qu'Angelina Jolie, elle n'a pas eu un cancer, mais sa mère et sa grand-mère sont mortes d'un cancer du sang. Et elle a vécu quand même l'opération dans sa chair, donc c'est quelque chose qui est quand même un peu plus qu'un rôle... voilà, enfin, elle avait un investissement assez fort, en fait.
dans ses questions. Et c'est ça qui m'a amené à lui envoyer le scénario et à imaginer qu'elle pourrait être intéressée par le rôle, puisque même si moi j'avais pas du tout pensé à l'écriture, mais elle est aussi réalisatrice. Voilà, il y a des points communs en tout cas avec le personnage. Oui, elle a un rapport à l'Afrique aussi. Elle a un rapport à l'Afrique, oui. D'ailleurs, Anière, l'actrice sud-soudanaise, connaissait Angelina Jolie parce qu'une de ses copines était dans l'école Angelina Jolie. Parce qu'elle avait créé des écoles en Afrique. Et du coup, elle, c'est quelqu'un aussi d'assez engagé, et le parti pris du film de raconter ce collectif de femmes, c'était quelque chose qu'elle trouvait aussi intéressant. Je pose une petite dernière, après on vous passe la parole pour les questions directes. Évidemment, le titre est très très polysémique, il a plein de significations, et tu as toi-même évoqué la question de la cicatrice, qui a quand même beaucoup à voir avec la couture, puisqu'il y a quand même cette correspondance entre le geste de la mode et le geste chirurgical, qui est très présent dans le film, qui d'ailleurs donne lieu à un vrai travail graphique très beau sur la question des lignes, aussi bien les lignes sur le vêtement, notamment les lignes rouges, que les lignes au sol, celles qu'on suit pour pouvoir marcher droit, mais aussi celles qu'on suit pour choisir le bon secteur dans l'hôpital. Mais c'était pas du tout ça ma question. Mais en revanche, il y a une façon de tisser vraiment les deux registres, du médical et de la mode. Enfin, j'en pense à deux, mais tu vas sans doute en citer d'autres. Il y a évidemment cette métaphore de la vie qui ne tient qu'à un fil, qui a à voir avec le geste qu'on filme. Et puis il y a aussi cette histoire, par exemple, du cheveu qu'on coud dans le vêtement par superstition. Ça, c'est vrai. Dans chaque robe Chanel, il y a un cheveu d'une couturière. Mais qui intervient dans ton montage juste après la question des cheveux et de la perte des cheveux au moment de la chimio. Et donc ça fait partie de ces moyens de créer des coutures entre ces deux registres. Comment tu les as écrits, ça? Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues après l'écriture? Comment tu les noues, ces registres-là? Déjà, juste une petite parenthèse sur les cicatrices, comme tu en parlais au début. C'est vrai que il y a un moment, mes anciennes productrices, elles me disaient, on en a vraiment ras-le-bol à chaque fois de devoir payer des cicatrices, des prothèses. Tu veux pas faire une bonne psychothérapie et qu'on arrête avec tout ça. Et bon, là, c'est vrai que ce qui m'a intéressée dans ce titre couture, c'était vraiment en fait, un jour, un chirurgien m'avait dit que quand il faisait des opérations, il avait l'impression de faire de la couture. De la haute couture. De la haute couture, j'espère. Et c'est vrai que c'est assez fascinant en vérité, comme même quand on est dans un atelier haute couture, comme on a l'impression d'être dans une clinique, parce qu'il y a ce côté très chirurgical, en fait, des gestes qui sont extrêmement précis, même les couturières, elles portent, comme on voit Garance Marillier qui porte cette blouse blanche de médecin, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc après, ça nous a amusé de créer des échos dans chaque histoire, d'un parcours à l'autre. Évidemment, il ne s'agissait pas de hiérarchiser les choses. Maintenant que je commence à présenter le film, il y a des gens qui me disent moi, c'est l'histoire de la maquilleuse qui m'a le plus intéressée, je me suis plus identifiée à elle, ou moi, j'aurais préféré avoir plus sur la sud-soudanaise, ou moi, j'aurais préféré avoir plus sur... Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est au contraire toutes ces voix et de montrer les échos d'une histoire à l'autre. Avec ce Stockman, justement, c'est très sur le mannequin et les échos dans la vie de chacune de ces femmes. C'était en fait un peu une sorte de direction artistique, de vraiment tisser le fil de chaque vie. Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure des vraies histoires, mais par exemple, la mannequin ukrainienne, elle vient vraiment de Zaporizhzhia. Elle est vraiment née à Zaporizhzhia. Elle est vraiment... en fait, pendant les Fashion Week, elle venait et elle traversait la Pologne et elle arrivait de Kiev pour travailler, quoi. Et c'était quelque chose que je trouvais vraiment émouvant, comme Anière, qui vient vraiment du Sud-Soudan et ses parents ont fui aussi la guerre. Elle faisait des études de pharmacie. Elle faisait vraiment des études de pharmacie. Vraiment, le foulard qu'on voit qu'elle porte sur elle, c'est vraiment le foulard que sa mère lui a fait, qu'elle nous a envoyé. Donc il y avait vraiment cette idée c'était comme vraiment une forme
chacun témoignait, c'était comme créer une sorte d'espace de parole pour ces femmes, en fait de mettre dans la lumière des femmes qui ne sont pas regardées par le cinéma, et de leur donner une voix et une existence. Et parce que voilà, le corps des femmes, c'est quelque chose, on voit ces corps qui sont un peu glorifiés, magnifiés par la mode, mais on voit en même temps qu'ils ont vraiment une date de péremption qui a 23 ans. Mon ami la Rose. Oui, c'est mon ami la Rose, quoi. C'est vraiment pour moi ça, c'est encore une fois une scène qui pour moi résonne avec le parcours de Maxine, ces mannequins qui chantent. Voilà, l'éphémère, la fragilité de la vie. Moi, c'est ça qui m'a intéressée dans la mode, en tout cas. C'est cette idée de l'éphémère extrême, quoi, comme un défilé. On voit toute cette énergie, tous ces efforts pour quelque chose qui va durer qu'un instant, comme la vie, quoi. Je triche, mais ton début de film, par ailleurs, raconte un autre rapport à la mode, sur lequel travaille entre autres Muriel Joudet, critique au Monde, qui est la vampirisation du cinéma par l'univers de la mode. Parce que pour le coup, y compris à Cannes, il y a beaucoup de films qui sont produits par des gens de mode désormais, et parfois ça donne des films très 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 lisses et manquant un tout petit peu de chair. En fait, moi, c'est vrai que l'image du vampire, elle n'était pas anodine. Je trouvais ça intéressant dans le méta du film, qui est cette figure du vampire au-dessus du film, et de ce cri silencieux de cette femme. Mais sur la mode en particulier, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que c'est un univers qui est finalement peu regardé. Il y a eu des films sur des grands couturiers, mais on s'intéresse surtout au travail d'un directeur artistique. Sauf Jacques Becker dans Falbala, par exemple. Oui, mais c'est vrai que c'est rare en tout cas. Et moi, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait de regarder derrière les images parfaites, en fait, puisque la mode pénètre quand même notre monde. Et je voulais montrer que le monde pénétrait aussi la mode. C'était un peu ça l'idée, quoi. Mais c'est vrai que là, on vient de vivre une Fashion Week. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux toutes ces images de tapis rouges, voilà, en fait, on est inondé de ces images. C'est quand même les images avec lesquelles on vit. Et moi, je me demandais, mais qui sont les gens derrière ces images, en fait, quand on passe devant ces photos, en fait, les Sud-Soudanais, c'est vraiment la mode dans la mode. C'est des corps ou des femmes qui ont du succès dans la mode aujourd'hui. Et je me disais, mais c'est qui ces filles, en fait et c'est quoi leur vie? Allez, c'est maintenant l'espace de parole aussi. Qui veut poser la première question? Ouais. Tu as deux questions, non? Voilà. Alors, bonsoir, j'ai deux questions. La première question, je veux savoir comment s'est faite la rencontre avec Angelina Jolie, Vincent Lindon, Louise Garrel et... Louis Garrel. Ouais. Alors, il y en a trois, du coup. Ça, c'est la première question. Okay. Alors, avec Angelina Jolie, j'ai vraiment envoyé le scénario, j'avais aucun lien particulier avec elle. Et c'est vrai que ses agents ont été assez impressionnés par les points communs qu'elle pouvait avoir avec le personnage de Maxine Walker. Et donc j'ai eu un premier rendez-vous avec elle, d'abord juste téléphonique. Et j'ai juste entendu sa voix et tout de suite je me suis rendu compte qu'il y a tout de suite eu, en fait, comme on partageait un peu ses blessures, ses cicatrices, finalement il y a tout de suite eu quelque chose de très naturel entre nous. Ça c'était d'une de Angelina. Ensuite Vincent Lindon, il avait fait mon premier film. Ah non, c'était d'abord enfin, bref. Vincent Lindon, il avait fait mon premier film, Augustine. Où il jouait d'ailleurs aussi un médecin qui dessine sur les dessins, qui dessine sur les seins de Soko, d'une malade. C'est un peu une sorte de clin d'œil, mais je trouvais qu'il avait comme ça cette autorité du médecin, et je trouvais ça intéressant aussi dans les scènes de montrer qu'elle parle pas la même langue que lui. Elle lui dit je comprends pas, enfin, on sent comme elle rentre un peu dans ce monde du cancer, qui a ses propres lois, ses propres règles. Je
trouvais ça intéressant ce que ça créait entre eux. Lui, il avait très très peur de dessiner sur les seins d'Angelina Jolie. Donc il s'est entraîné énormément pendant un mois entier. En fait, dans un service d'oncologie, il était vraiment terrifié à l'idée de... En fait, il voulait vraiment être... Déjà, c'est quelqu'un dans son travail qui va être extrêmement juste, quoi, les gestes, pour lui, c'est extrêmement important et tout ça. Et là, les dessins, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, quoi, de dessiner sur des seins dans l'absolu, mais en plus, les seins d'Angelina Jolie, c'est... Mais donc, du coup, ça a été une grande partie du travail, c'était ça, trouver les bons dessins. Et Louis Garrel... c'est vrai que je voulais quelqu'un qui ait une forme de... C'est vrai que je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il est moins bavard que dans les films habituellement. On lui a beaucoup... En fait, parce que moi je trouve que Louis, il a vraiment un regard qui est très séduisant et qui est assez magnétique. Et je trouvais que c'était intéressant de montrer comme ça quelqu'un, de faire ressortir un peu son animalité ou son aspect physique. Et en fait de le rendre plus différent un peu. On a essayé un peu de changer ou de tordre son image. Deuxième question, je veux savoir le budget du film. Ça, ce serait vraiment plus le producteur qui devrait répondre. En fait, il y a un peu deux films. Dans le film, il y a un peu deux films. C'est-à-dire on a tourné vraiment par parties, par morceaux, puisque le film s'est monté assez vite. Moi, j'ai écrit le film assez vite. Angelina est arrivée assez vite sur le projet. Et donc, on a dû réunir de l'argent. Elle était disponible qu'à une date. Et il a fallu aller très vite sur ce projet. Donc, on a tourné d'abord la partie avec Angelina. Et cette partie-là, elle était comme, en fait, tout ce qui nécessite une star de son envergure. Plus c'était la scène du défilé, donc c'était vraiment la scène où on avait le plus d'argent. Et après, on a tourné la partie avec Ella et Anière et les autres mannequins, où là, je voulais qu'il y ait une équipe extrêmement légère. Et c'est un peu les deux pôles qu'il y a dans ce film, où on était vraiment, je sais pas, comme dans un documentaire, quoi. On était très 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 peu nombreux. On a même tourné dans des vrais défilés. Des scènes où on allait avec la caméra, je demandais aux gens de marcher pour bénéficier des décors derrière. Et après, je peux vous parler aussi de la participation de Chanel dans le film, puisque c'était quelque chose qui était vraiment très en amont. En fait, j'ai été les voir et je leur ai demandé s'ils voulaient être partenaires du film, s'ils pouvaient me laisser accès au moment de l'écriture, parce que je voulais que ce film, qu'il y ait une forme de vérité, à la fois dans les témoignages, mais aussi dans la perception d'une vraie maison de couture. Et donc, je savais que c'est hyper dur de rendre compte de la vérité d'une maison de couture, que tout est tellement luxueux, c'est très dur à reproduire. Et donc, je savais que le film, je pouvais le faire que si c'était pas comme justement certains films où juste des marques donnent de l'argent. Là, c'était vraiment, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu mon film Proxima qui se passait dans l'espace. J'avais fait la même chose, j'avais été voir l'Agence spatiale européenne et je leur avais demandé, parce que je n'allais pas faire construire des décors spatiaux, quoi. Je leur avais demandé, est-ce que vous voulez me soutenir, parce que moi j'aimerais bien montrer ce que c'est vraiment le monde spatial. Et là, c'était un peu la même chose, parce que pour moi, la mode, c'était vraiment comme l'espace, quoi. Je connaissais rien à ça. Et je leur ai demandé, est-ce que vous voulez m'accompagner dans ce film? Donc on a vraiment fait ce film ensemble, mais j'ai posé cette condition, j'ai dit, mais pour moi, cette maison de couture, ça devrait être un espace de fiction, c'est-à-dire que votre marque ne devra jamais apparaître, parce que je ne veux pas faire une pub pour Chanel. Donc ils ont accepté, parce que je leur disais qu'on allait montrer aussi le travail par exemple, les femmes qu'on voit dans les ateliers, c'est les vraies ouvrières des ateliers haute couture, et pour elles, il y avait un côté hyper émouvant, quoi, d'arriver avec Angelina Jolie,
dans leurs ateliers et dire en fait tu vas faire une scène avec elle. Enfin, c'était assez fort quoi comme moment. Et après c'était un peu compliqué aussi parce qu'on a dû du coup effacer tous les logos. Il y en a énormément, je peux vous dire, dans chaque endroit chez Chanel. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont reconnu l'escalier assez mythique et les robes qu'on voit à la fin, pareil, ils se sont engagés à ce que ce soit des robes assez intemporelles et qu'il n'y ait pas de logo dessus. Mais elles ont été faites par les ateliers. Donc il y avait un côté vraiment... on a fait il n'y a pas longtemps la projection justement avec les couturières, avec tous les gens qui travaillent là-bas. Et c'était vraiment émouvant, quoi. Il y avait En tout cas, ils ont vraiment tous participé aussi au film. Vous avez pris une coach d'intimité? Coach d'intimité? Oui, j'ai pris une coach d'intimité. Oui, j'ai pris une coach d'intimité. En fait, cette scène de sexe, elle n'était pas au scénario. Et finalement, je l'ai rajouté. Là, c'est né de mes discussions avec Angelina Jolie, parce qu'en fait, dans le scénario au départ, le film finissait par une image d'elle qui se rasait pour rentrer en chimio. Il a préféré faire l'amour que de se raser la tête. Oui, mais on peut la comprendre en même temps. Et parce que ça coûtait hyper cher, justement, vous parliez d'argent, mais c'est hyper cher de faire une tête. Et Angelina, elle refusait absolument de se raser la tête, elle trouvait que c'était glauque. Et elle trouvait qu'on avait déjà vu 1000 fois cette image d'elle. Et que c'était convenu. Donc moi, j'ai essayé de la convaincre, de lui dire que c'était hyper fort, qu'il y avait un côté combattante. Et donc elle disait, oui, mais c'est convenu, c'est convenu. Et finalement, elle me disait, trouve-moi une autre idée, parce que je ne ferais pas ça. Et cette idée de la scène de sexe, elle est arrivée... en fait, Angelina Jolie, elle a fait quelques scènes assez mythiques de sexe, et depuis qu'elle a des enfants, elle ne veut plus trop faire ça. Elle trouve ça chiant, en fait, elle n'aime pas. Et là, en fait, il y avait tout à coup pour nous deux un sens dans cette scène qui était celle de dire elle fait l'amour pour la dernière fois avec l'intégrité de son corps, comme elle va perdre son sein. Il y avait quelque chose d'un peu plus fort, quoi, que une scène de sexe normale, en tout cas d'un peu plus, je sais pas, nécessaire. Et donc on s'est lancé là-dedans. Il y a une question derrière vous. Bonsoir. Oui, je voulais juste poser une question sur, durant le processus des créations du film, sur l'équilibrage entre les personnages, parce qu'on voit forcément davantage le personnage de Angelina Jolie et de la mannequin, mais du coup, forcément, on voit un peu moins la couturière et la maquilleuse, et je voulais savoir si pendant la création du film, justement, comment avaient été faits un peu ces choix d'équilibrage, qu'il y avait d'autres versions du film, peut-être avec des équipages différents, et forcément des compromis, j'imagine. Mais après, c'était pas vraiment des compromis comme un sacrifice c'est-à-dire que, en fait, le personnage d'Angelina Jolie, elle lie aussi tous les autres personnages. Et en fait, pour moi, je les ai vus comme ce que je disais tout à l'heure, comme le même personnage. Donc, j'avais pas l'impression d'en favoriser une ou une autre. Après, c'est vrai que, je sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'il y a une forme de sororité, et le personnage de la maquilleuse, je me suis autant projetée en elle que dans le personnage de Angelina, parce que c'est aussi celle qui devient la narratrice, c'est celle qui recueille les témoignages comme moi j'ai pu le faire aussi, et qui impose sa voix. Je sais que certaines personnes s'identifient plus à elle parce que elle n'est ni mannequin ni Angelina Jolie. Mais en fait, moi, je les ai pas regardées comme ça. En fait, j'ai essayé vraiment d'être dans le corps et dans les émotions de chacune. Et pour moi, c'est ce qui est politique dans le film, c'est ce point de vue-là, c'est de regarder ce monde de la mode dans les yeux d'une jeune fille sud-soudanaise qui débarque là-dedans, qui est confrontée à ces règles complètement folles. Toutes les mannequins qu'on voit dans le film sont des mannequins qui travaillent beaucoup. Je ne sais pas si certains d'entre vous. Il y a cette fille dans
quand elles font la fête dans la voiture, Mona, qui est, dans, je pense, une pub sur 2 en ce moment, qui est une très grande star. En fait, moi, j'ai vraiment été assez impressionnée par ces filles, en vraiment les rencontrant, de voir qu'elles sont... C'est des filles très dures, enfin, qui disent aussi, je pense, quelque chose de notre époque, quoi. Elles sont très résilientes, elles ont eu des vies... elles n'ont pas eu d'enfance, elles ont dû travailler très jeunes. Ce qu'on montre avec le personnage d'Anière, c'est... Dada, c'est ça, c'est qu'elles deviennent des chefs de famille, elles sont responsables de, je sais pas, doivent faire vivre 30 personnes. Mais en même temps, il y a une forme de sacrifice là-dedans. Elles ont voyagé beaucoup, donc elles sont à la fois vieilles et jeunes, enfin, elles ont un âge indéfini. Et elles sont confrontées beaucoup à la brutalité du monde. Et elles sont très résilientes, quoi, très fortes. Une autre question ou réaction? Oui. On va faire dans l'ordre chronologique. Bonsoir. Bonsoir. On a beaucoup parlé de femmes, et c'est normal, c'est le sujet. Il y a un petit personnage qui m'a intrigué, c'est le loup. Le loup qui est un peu en fil continu. Est-ce que c'est la violence du loup? Est-ce que c'est la peur qu'il peut évoquer? Est-ce que c'est la rage des femmes? Est-ce que c'est le loup mâle dangereux? Comment on peut l'interpréter, ce loup qui revient régulièrement? Après, ça, c'est vraiment les images inconscientes aussi. On a essayé de faire un film qui soit cohérent, qui puisse s'inscrire dans la filmographie de Maxine Walker. Et on a imaginé ce personnage, cette réalisatrice de films d'horreur, pour traduire, parce que moi je voulais que ce soit quelqu'un d'un peu outsider à ce monde, en fait, qui soit pas quelqu'un du système, qui soit pas, je sais pas moi, une Sofia Coppola ou même une Angelina Jolie. En fait, on voulait que ce soit quelqu'un de marginal. Et d'ailleurs, Angelina Jolie elle-même est marginale à Hollywood. Elle a son propre monde, enfin, en tout cas. Et c'est pour ça que j'ai pensé au départ, j'avais écrit un film beaucoup plus trash de ce personnage, enfin vraiment plus de body horror. Et puis ensuite, on a été plus vers le conte avec cette forêt. Et après, l'image du loup, j'ai l'impression... Enfin, clairement, pour moi, dans cette destruction du défilé à la fin, il y a l'idée de la destruction d'un monde aussi. Et ce loup qui erre, il y a aussi cette image d'apocalypse, quoi. Mais au départ, le loup venait de l'univers du conte, qui était celui aussi de la DA du défilé. Et qui est présent par exemple dans la tache faite de sang au bout du doigt, qui évoque certains contes de Je me pique le doigt. Oui, ah bah là, ça me fait vraiment plaisir que vous disiez ça. Oui, bah, c'est parce que vraiment, il y a cette idée du conte qui, je pense... et pour moi, ce personnage c'est pour ça qu'on a mis ce gros plan du doigt. C'était vraiment quoi l'idée du... Ouais, voilà. Enfin, je vais redire ce que vous avez dit. Il y a un loup dans Proxima aussi, et le rapport mère-fille ici a pas mal à voir avec le rapport mère-fille dans Proxima, même si dans Proxima, c'est vraiment la fille qui veut à tout prix parler à sa mère, ne pas la lâcher, ne pas la laisser. Ouais. Bah, c'est vrai que... Là, je pense, c'est la petite fille dans Proxima qui a fait un beau loup pour sa mère. Et c'est vrai que moi, le rapport mère-fille, c'est un rapport que je connais, comme je le fille moi-même. Et c'est là où je disais que c'est en fait toujours en fait Enfin, pour moi, en fait, plus les films sont intimes, plus j'ai besoin de les éloigner dans des mondes. Dans Proxima, c'était un rapport mère-fille, donc c'était une astronaute, quoi, un truc vraiment très loin de moi, et là, c'était Angelina Jolie, quoi. Monsieur. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question très technique à vous poser. J'ai l'impression que ce soir, j'ai vu un film international. Alors, il y a l'Amérique, il y a l'Afrique, il y a Paris. Et alors, justement, les deux représentants des continents éloignés parlent français. Alors, qu'en est-il en réalité?
Merci pour votre question parce que c'était une grosse galère ce truc de les faire parler en français, notamment Angelina Jolie parce qu'elle parle pas français. Sa mère est d'origine française et je pense aussi dans son chemin vers le film parce que elle ça a été quand même un vrai travail de dévoilement qu'elle a fait. Enfin, c'est vraiment, je sais pas si ça se sent, mais elle s'est vraiment dédiée au film et elle a vraiment s'est donnée entièrement au film. Il y avait quelque chose de très beau de la voir tellement se découvrir, quoi, se mettre à nu, pas au sens juste de montrer ses seins, mais vraiment de se mettre à nu. Des moments, elle disait mais je peux pas, c'est trop moi, quoi. Et pour moi, ça fait partie du voyage du film, de montrer derrière l'icône Angelina Jolie qui était la vraie femme. Et dans le fait de parler cette langue qui n'était pas la sienne, il y avait aussi une forme de fragilité. Et c'était la langue de sa mère, puisque sa mère, même si elle ne parlait pas vraiment français complètement, sa mère est d'origine française. Sa mère qui est morte d'un cancer, pendant tout le film, elle a porté le collier de sa mère. Donc pour elle aussi, le fait de venir en France, il y avait aussi l'idée, enfin, en tout cas sa mère, elle était présente, quoi. Et après, Asnières, elle vit en France maintenant, parce qu'elle travaille beaucoup en France, mais elle ne parle pas français non plus, donc c'était aussi du travail. Et après, très concrètement, là, j'en reviens aux questions de budget. Le film, il est quand même majoritaire français. Et pour ça, il faut qu'il y ait au moins 50%. Et carrément, là, c'est au mot près qu'on compte. Et au montage, sans cesse, on devait faire les décomptes de dialogue. Et si on avait trop d'anglais, il fallait couper des scènes. Donc c'était un peu un casse-tête. Mais en tout cas, Angelina Jolie, elle a appris vraiment phonétiquement. Bonsoir. Bonsoir. J'avais deux questions. Je voulais savoir comment vous avez fait pour, surtout l'écriture, pour avoir quand même 3 histoires, beaucoup de quêtes annexes, et faire un tout qui reste quand même assez digeste et très linéaire, on comprend tout et ça se déroule bien. Et ensuite, je voulais savoir aussi pour l'écriture, comment vous l'avez écrit. Est-ce que vous avez d'abord tramé les 3 histoires des personnages, ensuite vous les avez imbriquées, ou si vous aviez tout écrit au fur et à mesure? Merci pour le assez digeste. Mais oui, effectivement, c'est une forme qui est assez exigeante parce que, pour le coup, c'est vraiment comme de la couture, quoi. Enfin, parce qu'il y a eu la phase de l'écriture, mais après le montage, c'était aussi une réécriture parce que, en fait, le film, il est fait de ses détours, il est fait de ces moments aussi atmosphériques. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est d'assumer l'idée que oui, j'allais faire un film qui était poétique et que c'était pas le plot. Enfin, comme on voit dans les séries, souvent on pense une forme chorale et surtout qu'en fait, il doit y avoir des rebondissements et des cliffhangers et le film, il prend même exactement le chemin complètement opposé de ça, en fait. C'est au contraire de montrer des moments de vie et d'aller contre, en fait, le retournement. Et donc, d'abord, il y a eu l'écriture. Je ne sais pas si c'est une forme de méthode, mais moi, j'aime vraiment beaucoup rencontrer beaucoup de gens, ce que j'ai fait aussi pour Revoir Paris. J'avais rencontré beaucoup de victimes d'attentats, des psychiatres, du trauma, de nourrir l'écriture de toutes ces rencontres. Et ensuite, j'ai travaillé avec Jean-Stéphane Bon, avec qui j'ai travaillé sur mes autres films. Et ça a été un aller-retour, parce que j'avais déjà écrit, par exemple, Asnières, le personnage d'Ada, j'avais écrit. Parce que ce qui est amusant, c'est que je l'avais rencontrée au tout début, quand j'ai commencé à écrire le film. Et elle n'avait pas voulu me parler. Parce que les filles sud-soudanaises, entre elles sont très soudées, elles sont assez fermées. Et elles pensaient que j'étais une stalkeuse et qu'elles ne voulaient pas répondre à mes questions. Et donc j'ai rencontré beaucoup de filles sud-soudanaises quand elles arrivaient à 5h du matin sur les défilés. C'est un peu agressif d'arriver à 5h du matin avec des questions. Mais donc il y avait des allers-retours entre la fiction et les vraies histoires que je trouvais. Et puis après, quand j'ai trouvé vraiment Asnières à la fin, quand elle est arrivée au casting, j'ai réadapté l'histoire aussi à sa propre histoire.
Donc il y avait sans cesse ces allers-retours. Monsieur. Oui, bonsoir. Il y a une scène très courte où on voit Marguerite Duras tenir des propos sur le métier d'écrivain. Et je voulais savoir si vous aviez d'abord fait votre choix sur Marguerite Duras, quitte à trouver ensuite des propos qui étaient en résonance avec ce que vous vouliez exprimer, ou si vous avez fait d'abord, vous aviez une idée du propos que vous vouliez faire apparaître concernant le travail d'écriture, et puis qu'ensuite vous avez cherché, puis c'est tombé sur Marguerite Duras. En fait, moi, c'est vrai que j'ai fait, comme je le disais, ce film dans cette, je sais pas comment dire, dans cette brutalité, dans cette urgence en fait de filmer, dans une forme de volonté comme ça de célébrer la vie et en fait de faire un film qui parle de la maladie, qui est, je sais pas comment dire en fait, qui se résume pas à l'histoire de la maladie, quoi, qui est dans ce tourbillon. Il y a cette image à la fin de la grande roue et c'est vraiment comme ça que j'ai fait le film. Donc les histoires, elles arrivaient, il y avait des gens que je rencontrais, je faisais rentrer l'histoire dedans. Après, je vais arriver à répondre à votre question. Je ne vais pas partir en délire, mais en fait, c'est juste que tout s'amalgamait comme ça. Et après, ça s'est arrivé à un moment où je mettais que des gens que j'aimais, que j'avais envie de voir. Et cette interview de Marguerite Duras, c'est une interview que je regarde souvent parce que je la trouve assez impressionnante comme interview, simplement parce qu'en fait, quand on fait une interview, j'ai l'impression qu'on est très souvent, aspiré par l'énergie de la personne qui pose la question, dans son énergie. Et je trouve que c'est assez impressionnant comme Marguerite Duras, elle impose son rythme à l'intervieweur, à Bernard Pivot, en fait. Elle arrive en fait à imposer son rythme qui est le rythme de ses romans, en fait, qui est ça. Et du coup, je trouvais ça, je sais pas, c'est une interview qui me fascine en fait. Et donc j'avais envie de la mettre tout simplement. Et après, c'est vrai que ce chemin c'est un peu un chemin d'humiliation pour cette maquilleuse qui doit, pour moi, c'est le personnage, voilà, qui soigne les corps mais aussi les âmes et qui elle-même essaie de sauver son âme et je trouve que s'il y a quelque chose de très, moi c'est pas tant ce qu'elle écrit, est-ce qu'elle écrit comme Marguerite Duras ou enfin j'ai pas vraiment d'intérêt sur son, c'était pas la question de son style, c'était plutôt la question de prendre la parole et aussi de, voilà, parfois ce type de situation, quoi, d'être humilié dans son désir d'écriture par des gens qui détiennent une sorte de légitimité, je ne sais pas qui vient d'où, en tout cas voilà, de l'avoir confronté à cette dureté. En fait. Parce que celui qui la recale, c'est un mec, deux, il connaît pas l'univers de la mode et il se permet de lui dire que tout ça est pas très réaliste. Ouais. Et du coup, ce qui est très beau, je trouve, c'est que la première voix off, on ne sait pas qui parle. Et qu'en fait, on ne comprend, en tout cas moi je n'ai compris qu'à la deuxième voix off, que c'était elle qui prenait en charge le récit, et que donc ce qui lui avait été refusé par cet homme, toi tu lui as accordé, c'est-à-dire un talent d'écriture qui permet désormais de raconter l'histoire. Oui, en fait, moi en tout cas, ça m'émeut cette idée que quelqu'un quelqu'un a une sorte de désir comme ça d'écriture complètement absolu et je trouvais intéressant aussi de représenter quelque chose qui arrive souvent, en tout cas dans la vie d'une femme, cette idée d'être humiliée et en même temps de remercier la personne qui nous humilie. Qui pose la petite dernière ou avant-dernière, madame? Bonsoir, je voulais revenir sur l'aspect bienveillance entre ces trois personnages et au-delà du lien que vous avez décrit, le monde de la mode, et même parfois artistique, est souvent montré comme beaucoup de concurrence entre les femmes. Est-ce qu'il y avait une volonté d'aller casser cette image-là? Après, je pense que le film, il y a une forme d'âpreté aussi, donc il montre aussi que la vie est dure, enfin, tout le monde galère pour gagner de l'argent, que ce soit la réalisatrice, la maquilleuse qui se fait pas payer, la mannequin qui souffre dans son corps, qui a les pieds en sang et qui doit quand même y aller. Donc c'est pas non plus un monde
totalement déréalisé, quoi, coupé des réalités. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu brutal dans le film, quoi, de la vie, mais où tout est un peu mêlé, en fait. Et j'ai l'impression que dans cette dureté, il y a aussi des accidents et des moments où les gens s'entrechoquent et se soutiennent. Et j'ai l'impression que le film, il exalte cette solidarité. Et en fait, même si ça plaît pas à certaines personnes, et je vois certaines critiques qui disent qu'ils trouvent que c'est naïf ou quoi que ce soit, mais moi, en fait, je trouve que c'est... En fait, il n'y a que ça qui est important ou que ça qui m'intéresse en vérité. Et je trouve qu'en fait, on est dans une époque qui est tellement dure et qui est tellement... Il y a des guerres, enfin, je trouve qu'en fait, c'est le moment... En fait, je trouve que... Et aussi les femmes, en fait. Je trouve ça beau, en fait, de montrer des femmes qui se soutiennent et qui s'entraident. Et aussi, j'avais vraiment cette envie de dire à des femmes, en fait, si tu as vécu des situations comme celle-ci, tu n'es pas seule, en fait. Nous aussi, on est passé par là. Et je trouve qu'en fait, dans cette idée de prendre la parole et de raconter une histoire, peut-être que certaines personnes ne trouveront pas ça intéressant, mais en fait, c'est nos vies, en fait. Et j'ai vraiment cette envie de montrer la réalité d'un corps féminin derrière ces images totalement lisses. Bah oui, en fait, on voit ce corps menacé d'Angelina Jolie, ces filles qui elles-mêmes, les mannequins elles-mêmes, ne comprennent même pas ce qu'elles font. On leur apprend à marcher pour des marques, à jouer une femme qui n'existe pas, mais nos filles, les femmes se construisent par rapport à ces images. Donc, je pense qu'il y a une assez grande hypocrisie aussi c'est-à-dire, moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment de réfléchir à ces images, quoi, d'essayer d'essayer de chercher pourquoi on vivait avec ces images, enfin, comment elles étaient construites. Qui pose la dernière? C'est le truc, en rentrant chez vous, vous dites, ah merde, j'aurais dû la poser. C'est maintenant. Oui, monsieur, merci. Bonjour, déjà merci pour le film. Moi, c'était surtout sur la scène de l'escalier avec les miroirs. C'est le hasard des repérages. Ah bah ça y est. C'est le hasard des repérages ou vous avez cherché un escalier comme ça avec ce genre de miroir tout autour? Parce que quand j'ai vu la diffraction du personnage, j'ai pas pu m'empêcher de penser à une scène d'un autre film, Paprika en l'occurrence. Donc est-ce que c'est qui? C'est quoi Paprika? Paprika de Satoshi Kon. Ah oui, ah oui. Ah non, bah en fait, j'ai pas... Où il y a le principe de diffraction du personnage, où il y a 4 versions différentes du personnage sur une sorte de miroir dans ce genre-là. En fait, en l'occurrence, ce miroir, c'est le miroir un peu iconique de Chanel, qu'on voit d'ailleurs dans le film Coco Chanel, qu'on voit dans beaucoup de films. C'est un peu un miroir, on voit d'ailleurs souvent Karl Lagerfeld, Coco Chanel, enfin, il y a un peu tous les fantômes de tous les directeurs artistiques de cette maison qui sont dans ce couloir. Et moi, je trouvais ça bon. En fait, quelqu'un m'a fait remarquer qu'il y a beaucoup de femmes qui montent des escaliers dans ce film. Il y a Angelina qui monte l'escalier au départ de chez Chanel, il y a la mannequin ukrainienne qui monte l'escalier dans la gare du Nord, mais en tout cas, cette idée d'ascension, je sais pas. Mais je trouvais beau surtout de faire passer Angelina Jolie et de faire passer Agnières, puisqu'il y a vraiment cette idée aussi de l'inscrire dans cette histoire, de la mettre sur la carte, quoi. Et du coup, Agnières, elle prend cet escalier-là, qui est aussi cet escalier mythique. Voilà, et là, il y a du coup cette dernière Fashion Week, pour la première fois, elle a regardé un défilé. Elle n'a pas défilé elle-même, elle a regardé du point de vue du public. Et du coup, c'était vraiment émouvant. Elle prenait en photo son nom, écrit sur sa chaise. Et voilà, il y avait cette idée de la faire rentrer dans le cinéma, quoi. Eh bien, en tout cas, je pense qu'on est très content d'avoir fait rentrer dans ce cinéma Alice Vinocourt pour un Merci débat à public. tous. Merci beaucoup, c'était tout à temps. Bravo et bonne soirée à toutes et tous.